Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui a fait pas mal jaser, on peut dire, sur la scène diplo, l'absence très remarquée du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, au sommet arabe extraordinaire de Doha récemment. Alors, question simple. Coup de tête, empêchement de dernière minute, ou bien il y a une vraie stratégie derrière? Oui, c'est la grande question. Et c'est vrai que ça a surpris pas mal de monde. C'est exactement ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. On a brassé pas mal d'analyses, des points de vue qui nous viennent surtout de sources qui décrivent la perspective algérienne. Vous voyez, dans ce contexte international qui est assez particulier. Mhm. Notre mission, en gros, essayer de piger la logique derrière la diplomatie algérienne actuelle. Et surtout, pourquoi elle semble miser sur certains canaux, l'ONU par exemple, plutôt que sur les rendez-vous plus classiques, comme ces sommets régionaux. D'accord. Donc, ce qu'on a sous la main, ce sont des éléments qui nous donnent un éclairage sur la vision d'Alger, comment le pays se voit, comment il se positionne, et aussi les réactions que cette absence a pu provoquer, quoi. Tout à fait. Alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se trame derrière cette chaise vide à Doha? C'est un signe d'isolement, de pragmatisme pur et dur, ou carrément une tentative de jouer différemment sur l'échiquier régional? C'est ça. Bon, déjà, faut le dire, pour ceux qui suivent la politique algérienne de près, c'est pas non plus une surprise totale, hein. Ah non, effectivement. C'est pas la première fois que le président Tebboune zappe ce genre de réunion. Il avait déjà, par le passé, laissé filtrer un certain scepticisme. Exactement. Ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il y a une tendance, une sorte de, comment dire, de réticence assez constante de l'Algérie vis-à-vis de ces grandes messes panarabes. Le diagnostic, côté algérien, si on peut dire, c'est que ces sommets, bon, malgré les belles déclarations, ils ont du mal à accoucher de résultats concrets, de décisions qui pèsent vraiment sur les crises qui secouent la région. Hmm. On se rappelle d'ailleurs des propos rapportés de Tebboune via son ministre Ahmed Attaf, qui parlait de la confusion de ces sommets. Surtout dans le contexte mondial actuel qu'il décrivait comme très tendu, dominé par les égoïsmes nationaux, l'hégémonie de certains, tout ça au détriment du droit international. C'est assez direct comme constat. Donc, si je comprends bien, la critique, elle est quand même assez dure. Ces sommets, ce seraient devenus des endroits où on parle beaucoup, mais où on n'agit pas vraiment, voire des opérations de com pour certains pays. C'est un peu l'idée qui ressort, oui. L'Algérie semble penser que ces réunions, elles n'apportent pas de vraies solutions aux problèmes hyper complexes comme la Palestine, la Libye, le Soudan. D'accord? Et même pire, parfois ça pourrait servir de façade, quoi. Une caution morale, une vitrine pour des États qui cherchent surtout à soigner leur image, sans forcément prendre d'engagement contraignant derrière. Du coup, il y a une forme de désillusion, on sent bien, sur l'efficacité réelle. Oui, je vois. L'investissement politique, le temps du président, c'est précieux. Et Alger semble vouloir le mettre là où il pense avoir un meilleur retour sur investissement diplomatique, si on peut dire. Logique. Bon, d'accord. Mais alors, si l'arène des sommets arabes est jugée peu productive, où est-ce que l'Algérie met son énergie diplomatique? C'est quoi l'alternative? Et c'est là que ça devient, je trouve, particulièrement intéressant. Et, faut le dire, assez audacieux comme stratégie. L'Algérie a clairement fait un choix, concentrer une grosse partie de son énergie sur la scène de l'ONU. Et très spécifiquement au Conseil de sécurité, où elle a un siège de membre non permanent en ce moment. Ah oui. Et leur représentant là-bas, Ammar Benjama, il est hyper actif. Il multiplie les initiatives sur des dossiers brûlants. Quel genre d'initiative concrètement? On parle de quoi? On parle de projets de résolution, de déclarations, de plaidoyer constant. Évidemment, la cause palestine, c'est central. Il pousse pour un cessez-le-feu à Gaza, pour la reconnaissance d'un État palestinien. Mhm. Mais c'est pas tout. L'Algérie est aussi très présente sur le Soudan. La situation est dramatique là-bas. Sur la crise sans fin en Libye, où elle essaye de pousser une solution politique inclusive. Et puis, plus largement, sur toutes les tensions au Moyen-Orient. C'est vraiment un activisme tous azimuts, au cœur du système international. Et cet activisme-là, il est perçu comment? Juste comme Alger qui défend ses propres billes, ses intérêts nationaux classiques? Justement, non. Et ça, c'est un point crucial que les analyses soulignent. Elles insistent bien sur le fait que ces initiatives algériennes, elles vont bien au-delà de la simple défense de ses intérêts nationaux stricts. Ah oui. Oui, elles adoptent une perspective beaucoup plus large. Elles endossent explicitement ce que l'Algérie considère comme les causes fondamentales du monde arabe, du monde islamique et du continent africain. C'est une posture qui vise à se positionner comme un porte-voix pour ces ensembles. D'accord. D'ailleurs, ce rôle, il a été reconnu,
même par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a salué publiquement le mandat algérien au Conseil en disant qu'il était vraiment dédié à la défense des intérêts africains dans leur ensemble, pas juste les intérêts d'Alger. C'est une reconnaissance qui compte, ça. C'est intéressant, mais quand on décide de ne pas aller à un sommet, surtout un sommet dit extraordinaire, organisé par un pays partenaire comme le Qatar, on pourrait s'attendre à ce que ça crée des petites tensions, non? Est-ce que ça a jeté un froid entre Alger et Doha? Excellente question, parce que la diplomatie, c'est aussi beaucoup de symboles, c'est vrai. Et pourtant, les infos qu'on a suggèrent que non, cette absence n'a pas provoqué de crise majeure dans les relations algéro-qatari. Ah bon? Oui, on les décrit comme solides, stratégiques. L'analyse dit même que le Qatar a des positions honorables, c'est le terme diplomatique envers l'Algérie. Ça suggère un respect mutuel, une compréhension. Mhm. Et surtout, il y aurait un très haut niveau de concertation permanente entre Alger et Doha. Donc le Qatar comprendrait la démarche algérienne en fait. Il semble que oui. Doha est tout à fait consciente des efforts considérables que l'Algérie déploie au Conseil de sécurité, notamment sur des dossiers qui tiennent aussi à cœur au Qatar, comme la Palestine. Oui. Le fait que l'Algérie ait réussi dans ce cadre de l'ONU à mobiliser de larges soutiens et même parfois à naviguer assez habilement pour éviter les blocages des grandes puissances, c'est apparemment apprécié. Vu comme ça, l'impact potentiel de l'action à New York est jugé plus pertinent qu'une simple présence protocolaire, même présidentielle, à un sommet dont, faut bien le dire, les attentes en termes de résultats concrets étaient assez limitées dès le départ. C'est intéressant cette idée que l'action à l'ONU puisse en quelque sorte compenser une absence à un sommet régional. Mais cette stratégie algérienne, très centrée sur l'ONU, est-ce qu'elle a eu d'autres conséquences, peut-être un peu inattendues, sur la scène régionale? Absolument. Et c'est là qu'on touche à des dynamiques géopolitiques un peu plus subtiles. Selon l'analyse qu'on a étudiée, cette posture très active de l'Algérie au Conseil de sécurité aurait eu un effet collatéral assez piquant. Elle aurait indirectement mis la Turquie dans une position un peu embarrassante. Ankara, la Turquie? Comment ça? Pourtant, la Turquie est hyper impliquée dans la région, non? Oui, tout à fait. Et elle a des liens stratégiques très forts avec le Qatar, qui a organisé le sommet. Mais voilà le truc. Sur ces dossiers précis portés par l'Algérie au Conseil de sécurité, Palestine, Soudan, Libye, la Turquie, bien qu'elle soit très engagée verbalement, elle n'aurait pas montré le même niveau d'activisme diplomatique formel au sein du Conseil de sécurité. Ah d'accord, la nuance est importante. Oui, attention, ça ne veut pas dire que la Turquie n'agit pas par ailleurs, bien sûr, mais dans cette arène spécifique de l'ONU, un contraste serait apparu. D'un côté, une Algérie très proactive qui multiplie les textes, les initiatives, de l'autre, une Turquie, acteur régional majeur, dont l'empreinte sur ces dossiers au Conseil aurait semblé, à ce moment-là, relativement moins marquée. Du coup, ça a pu créer une situation où l'Algérie apparaissait comme le défenseur principal de ces causes au sein de l'organe clé de l'ONU. Et ça, en termes d'image et d'influence, c'est pas neutre. Ça révèle des jeux d'influence assez complexes, effectivement. Et cette stratégie onusienne, elle s'inscrit dans un contexte plus large, j'imagine, de la politique étrangère algérienne. On parle aussi d'un rapprochement tactique avec les États-Unis. C'est quoi le lien? Le lien, il est direct et il est très stratégique. Si on connecte cette focalisation sur le Conseil de sécurité avec la réalité du pouvoir là-bas, on comprend mieux la démarche supposée d'Alger vis-à-vis de Washington. L'Algérie sait très bien, comme tout le monde, quel est le principal obstacle potentiel à toute résolution sur des sujets comme la Palestine. C'est le veto américain. C'est la clé de voûte du système. Donc l'idée, ce serait d'essayer de neutraliser ce risque de veto. C'est ça. Ou en tout cas de le réduire au maximum. Voilà. L'objectif qui est rapporté, ce serait de chercher activement un terrain d'entente, de construire des ponts avec l'administration américaine, même s'il y a des désaccords de fond sur certains sujets. L'idée, c'est d'engager le dialogue, de négocier, de trouver des formulations acceptables pour donner une chance aux projets de résolution qui défendent les causes arabes ou africaines. Peut-être pas toujours obtenir un vote pour des États-Unis, mais au moins éviter un rejet catégorique par veto qui tuerait l'initiative. C'est une approche très pragmatique qui reconnaît le poids incontournable des USA au Conseil et qui essaye de composer avec. C'est presque un jeu d'échecs diplomatique, oui. Très clair. Mais revenons à Doha. L'Algérie n'a pas totalement boycotté le sommet, ça c'est important de le souligner, non? Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, il était là. Quelle lecture on peut faire de cette présence au niveau ministériel? Oui, c'est effectivement un élément clé pour nuancer. Cette présence ministérielle, elle envoie un signal précis. L'Algérie ne tourne pas le dos à ses partenaires arabes. Elle ne fait pas la politique de la chaise vide systématiquement ou de manière agressive. C'est pas un boycott pur et simple. D'accord.
Par contre, c'est un refus assez net d'accorder la légitimité suprême, celle du chef de l'État, à une réunion dont Alger anticipe qu'elle n'aboutira pas à des décisions fortes. Le message sous-jacent, il est assez direct. On est là, on participe, mais pour que notre président vienne, il faut que ça en vaille la peine, qu'on puisse espérer du concret. Ok. Autrement dit, si les sommets arabes se contentent de produire des déclarations creuses sans impact réel, l'Algérie le signale par le niveau de sa représentation. C'est une forme de pression, peut-être, pour réformer le fonctionnement de ces instances. Et pendant ce temps-là, les relations bilatérales, spécifiquement avec le Qatar, restent solides. Vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut y voir plus qu'une simple bonne entente de façade ? Oui, les sources insistent vraiment sur la profondeur de ces liens. C'est pas juste une façade diplo. On parle de visites mutuelles régulières entre le président Tebboune et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim. Et ces rencontres, elles seraient pas seulement protocolaires. Elles témoigneraient d'une vraie coordination politique sur les grands dossiers et aussi d'une coopération économique qui se développe. Et est-ce qu'on a des exemples concrets de cette convergence de vues ? Sur quels dossiers ils sont d'accord, par exemple ? L'exemple le plus frappant qui est mis en avant, c'est la crise libyenne. Sur ce dossier hyper complexe, les positions d'Alger et de Doha seraient remarquablement alignées. Les deux capitales rejettent l'option militaire, catégoriquement. Elles militent pour une sortie de crise purement politique. Et cette solution politique, insiste-t-elle, elle doit reposer sur un consensus national entre les Libyens eux-mêmes pour préserver l'unité et la stabilité du pays. C'est une approche commune qui tranche avec d'autres acteurs. On note aussi, c'est peut-être anecdotique, mais c'est significatif, que l'Algérie a salué publiquement la couverture jugée objective de sa diplomatie par Al Jazeera, la chaîne qatari. Ça peut être vu comme un signe de plus de cette bonne entente, même quand Alger fait des choix comme celui de Doha. D'accord. Alors, si on essaie de prendre un peu de hauteur, là, comment on pourrait caractériser globalement cette approche diplomatique algérienne, sous Tebboune, telle qu'elle ressort de tout ça? C'est quoi le fil conducteur? Le mot qui revient tout le temps, c'est pragmatisme. Le président Tebboune semble aborder les réunions internationales non pas comme des rituels obligés, mais en évaluant leur utilité réelle, leur capacité à produire du résultat. C'est très, très concret comme approche. Oui. Si un sommet, qu'il soit arabe, africain ou autre, est jugé d'avance stérile, incapable de déboucher sur du concret, l'absence devient logique, c'est presque une conséquence naturelle. L'idée forte, c'est que les ressources diplomatiques algériennes, le temps du président, l'énergie des diplomates, doivent être mises là où elles ont le plus de chances d'avoir un impact tangible. Et actuellement, le pari algérien, ça semble être que l'ONU, et surtout le Conseil de sécurité, offrent un levier plus puissant, malgré ses propres limites bien sûr. Mais ce pragmatisme, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça soit interprété comme de l'isolationnisme, un certain désengagement des affaires de la région ? C'est un risque, oui, et certains critiques pourraient le voir comme ça, c'est sûr, mais l'analyse qu'on a vue suggère une lecture différente. Pas de l'isolationnisme, mais plutôt un réalisme assumé, voire une forme d'ambition nouvelle. L'Algérie ne se détournerait pas des causes régionales, arabes, africaines, au contraire. Elle choisirait simplement de les porter sur une autre scène, la scène mondiale, là où elle pense pouvoir peser davantage, influencer les grandes puissances et peut-être obtenir des décisions plus contraignantes. Et d'ailleurs, cette présence accrue à l'ONU lui aurait donné un poids nouveau, une visibilité, et même forcé le respect, ou au moins la prise en compte de plusieurs acteurs majeurs qui, peut-être, l'ignoraient ou la minimisaient avant. Vous auriez un exemple de ce respect forcé ? L'analyse mentionne le cas de la France. Malgré des relations bilatérales souvent compliquées, Paris aurait été obligé de composer, de coopérer avec Alger dans le cadre de négociations à l'ONU sur certains dossiers, notamment africains. Ça montrerait que cette stratégie de se positionner comme incontournable à l'ONU porte certains fruits, même avec des pays avec qui c'est tendu. Et puis, il faut insister sur la cohérence. Comme vous le disiez au début, c'est pas un fait isolé. Tebboune a manqué 4 sommets arabes d'infilé. Ça dessine une ligne politique claire, constante. Ah oui, quand même. L'objectif caché, spécule l'analyse, ce serait pas tant de bouder son environnement arabe, mais peut-être d'envoyer un message fort pour pousser à une réforme, pour rendre le fonctionnement collectif arabe plus efficace, plus en phase avec les défis. Une sorte d'électrochoc, pour sortir de la routine. Il y a un autre aspect, un peu plus rugueux peut-être, qui est mentionné. Ce sont les critiques assez directes que l'Algérie ou ses médias formulent contre certains pays arabes. C'est quoi exactement ? Oui, ce point est abordé.
Et ça témoigne d'une certaine franchise, c'est vrai. Une rupture avec la langue de bois habituelle. L'analyse rapporte que l'Algérie, y compris via des médias considérés comme proches du pouvoir, n'a pas hésité à critiquer ouvertement certains pays arabes. Ah oui. Le reproche principal, ce serait un manque de solidarité, voire l'adoption de positions jugées hostiles aux intérêts algériens ou aux causes panarabes. Et ça, parfois, de la part de pays qui auraient bénéficié dans le passé d'une aide algérienne importante. C'est assez inhabituel, cette critique aussi ouverte entre pays arabes. Qu'est-ce que ça nous dit de la posture algérienne, ça? Ça renforce l'image d'une politique étrangère qui se veut avant tout indépendante, autonome. Alger semble vouloir dire qu'elle ne compte plus vraiment ou beaucoup moins sur une solidarité arabe automatique qu'elle juge aujourd'hui fragile, voire illusoire. La perspective décrite, c'est que cette solidarité a souvent prouvé sa faiblesse dans les moments importants et que l'Algérie doit donc tracer sa propre voie, défendre ses intérêts et ses principes, sans dépendre d'alliances régionales jugées peu fiables. C'est une affirmation d'indépendance stratégique assez marquée. Lucide pour certains, peut-être inutilement conflictuelle pour d'autres. Bon, ok. Si on essaie de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle, l'absence du président Tebboune à Doha, c'était donc pas juste une anecdote. C'est vraiment un acte qui s'inscrit dans une vision, une stratégie diplomatique plus globale. C'est ça. L'Algérie fait un pari. Mettre son énergie, son capital politique, là où elle pense avoir le plus d'impact. Et cet endroit, aujourd'hui, c'est l'ONU. Pour y défendre ses intérêts, mais aussi les causes qu'elle estime justes, qu'elles soient arabes ou africaines. Exactement. Le message clé à retenir de cette analyse, je crois, c'est pas un désengagement algérien. Au contraire, on pourrait presque parler d'un réengagement. Différent, c'est la conviction profonde, côté algérien, que les grandes causes régionales méritent d'être plaidées avec force dans les arènes internationales les plus influentes, comme le Conseil de sécurité. Pourquoi là spécifiquement ? Parce que c'est là, potentiellement, que la pression sur les acteurs clés peut être la plus forte et que des décisions qui ont un caractère contraignant peuvent être arrachées, même si c'est difficile. C'est une alternative assumée à ce qui est vu comme l'inefficacité ou les limites des sommets régionaux classiques, trop souvent réduits, selon cette vision, à des exercices de style sans conséquences pratiques sur le terrain. Tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large. Peut-être une question ouverte pour finir. Si les mécanismes régionaux traditionnels, comme ces sommets arabes, montrent de plus en plus leurs limites pour répondre aux crises complexes de notre temps, est-ce que cette stratégie algérienne se tournait en priorité vers les grandes institutions mondiales comme l'ONU, malgré leur propre blocage et leur lourdeur, est-ce que cette voie devient finalement la plus pragmatique ? C'est une bonne question. Voire la seule option pour des pays, disons, de taille moyenne, qui cherchent pas juste à exister sur la scène mondiale, mais à y avoir un impact réel, concret, même modeste. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve, qui dépasse le seul cas algérien